Jean Corcos pour Voix Plurielle. Alors, c'est une émission bien originale que je vous propose aujourd'hui, car je l'ai avec un plaisir particulier puisque je connais mon invité depuis plus de 30 ans. Bonjour Francine Zapiro. Bonjour Jean Corcos. Alors, on va avoir un sujet original parce que pour une fois, on ne va pas parler d'actualité et de sujets plutôt angoissants. Et j'espère plutôt vous aider à vous évader un petit peu en parlant de peinture, de dessin, de sculpture, bref, de toutes ces créations originales qui dorment dans des musées, qui ressortent le temps des grandes expositions, mais qui aussi peuvent s'accrocher dans des galeries et donc attirer le regard du passant derrière une vitrine. Francine Zapiro, vous dirigez une galerie qui est très connue dans le monde juif de Paris, puisque c'est la galerie Saphir. Elle est à 2 pas du MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et elle jouxte le MAJ. Juste à côté, vraiment juste à côté. Et comme je le disais, on s'est connus il y a plus de 30 ans. Et on s'était rencontrés dans le petit musée d'art juif de Paris, qui a précédé le MAJ. C'était une modeste institution dont les collections, bien sûr, sont allées ensuite dans le grand musée. Vous étiez à l'époque, vous et votre mari, le regretté Elie Sapiro, les dynamiques créateurs d'une jeune galerie qui a fêté, je crois, ses 40 ans. Tout à fait, c'est voilà, plus de 40 ans. Plus de 40 ans, en 2019. Et c'est vous qui m'avez fait découvrir beaucoup d'œuvres d'artistes d'avant-guerre. Nous en parlerons, bien sûr. Mais les décennies ont passé, personne n'imaginait que nous allions vivre l'affreuse pandémie qui frappe toute la planète depuis plus d'1 an. Comment le vivent les amateurs de peinture, privés d'exposition? Que deviennent les musées? Que deviennent les galeries? Nous aurons bien des choses à discuter ensemble. Alors, première série de questions, Francine Zapiro, comment est née la galerie Saphir? Eh bien, elle est née de la concrétisation d'un rêve commun que nous avions avec mon mari Elie, qui a disparu il y a 8 ans bientôt, et qui avait la double casquette de médecin et d'historien, et de passionné d'art et de culture juive, grand bibliophile. Oui. Et nous rêvions, moi j'étais à l'époque une jeune journaliste à la recherche de ses racines identitaires, puisque ma famille appartenait à une famille originaire d'Alsace-Lorraine, dite très assimilée, mais qui tenait à conserver son identité. En tout cas, c'était ma démarche personnelle qui a présidé un peu à ça a été la rencontre avec mon mari a été une vraie rencontre parce que nous avions cette volonté commune de rassembler notre héritage culturel dispersé, détruit pendant la guerre, pour retrouver en quelque sorte la vie. Et un jour, passant boulevard Saint-Germain, nous avons vu une boutique à vendre et nous nous sommes dit, tiens, ça serait amusant d'ouvrir une galerie à cet endroit-là, qui était un lieu de passage, un lieu culturel, et avec l'aide des banques, on a réalisé ce rêve un peu fou parce que nous n'avions aucune expérience commerciale. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, Francine Zapiro, quand même, vous n'aviez pas d'expérience commerciale, mais j'imagine que vous aviez commencé une collection tous les deux. Bien sûr. Je crois que tout galériste, je ne dis pas marchand d'art, mais tout galériste convaincu et passionné par son métier, je dirais sa mission, est à la base un collectionneur, a ce désir fondamental de réunir, de rassembler, de montrer et de faire partager ce qu'il considère comme un témoignage de son héritage culturel ou de ce qu'il aime. C'est une volonté de partage. Alors, mon mari était un grand bibliophile, il a commencé à collectionner les livres anciens, les manuscrits depuis l'âge de 13 ans. Moi, j'étais passionnée d'art, je tenais des rubriques d'art, de théâtre, enfin, tout cela nous réunissait.
et l'idée de fonder une galerie originale qui montrerait la part et l'importance de la culture juive dans sa diversité dans la société environnante, sans l'enfermer dans un ghetto, mais en montrant ces dialogues avec les cultures environnantes et l'apport réciproque de ces cultures avec celle plurielle du judaïsme. D'ailleurs, je suis ravie de me retrouver sur les ondes de ce blog qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Merci, Et Francine. j'admire le titre que vous avez voulu donner, qui correspond à la philosophie tout à fait que nous avons voulu, et l'orientation que nous avons voulu donner à la galerie, qui est celle d'un dialogue et d'une connaissance mutuelle. Alors, Francine, deux choses. D'abord, effectivement, vous venez de mentionner le titre de ce blog radiophonique. Alors, pluriel, pourquoi? Parce que ça a été lancé par, comme on le dit dans le titre, trois voix connues des radios juives et qui donc qui n'y sont pratiquement plus, malheureusement. Mais nous avons gardé effectivement les valeurs qui étaient celles de Judaïque FM, donc d'un judaïsme aussi pluriel. Pluriel, c'est-à-dire ouvert à la diversité et pas, par exemple, uniquement religieux orthodoxe. Alors, on va parler maintenant un petit peu de ce que vous exposez. Vous avez d'abord un site qui est très bien fait. Donc, c'est facile à trouver, c'est galerisaphir.com. Il donne des informations pratiques et il permet de voir ce qui est exposé. Et il y a des reproductions de tableaux. Parce qu'il est, il est vivant, il est toujours en construction, comme la galerie est en perpétuel mouvement. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors, parmi les œuvres que vous avez, vous proposez, beaucoup appartiennent à ce qu'on appelle l'école de Paris. Et grâce à vous, d'ailleurs, j'ai découvert, par exemple, les œuvres d'Henri Epstein, qui est un peintre mort en déportation, et de Jules Pasquine, qui n'est pas très connu, mais qui est un dessinateur remarquable. Est-ce que, d'abord, tous ces artistes étaient juifs de l'école de Paris? On ne peut pas dire que tous ces artistes étaient juifs, mais disons que la majorité d'entre eux étaient juifs. Si on doit donner une proportion, les 2/3. Parce que Paris, d'ailleurs, la prochaine exposition du musée s'appellera Paris pour école. Paris était un pôle d'attraction absolument essentiel pour les créateurs de toute l'Europe, et même, voire même du monde. Et c'était la patrie des droits de l'homme, c'était le pays qui avait réhabilité Dreyfus, et c'était le pays de la liberté d'expression surtout. Donc, il apparaissait comme un mirage, un besoin, Paris, un besoin pour tous ces artistes créateurs dans tous les domaines de se retrouver, d'être là pour pouvoir rencontrer leurs homologues français et de toute nationalité et développer leur langage individuel. Alors, du point de vue du style, on a l'impression qu'ils ont plutôt laissé des portraits, plutôt des portraitistes, surtout donc des figuratifs. Est-ce qu'il y a un élément commun dans leur style ou pas du tout? Non, on ne peut pas dire ce qui est tout à fait passionnant. D'ailleurs, la prochaine exposition va resituer le terme école de Paris. Et je trouve que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première leur oui, tout à fait. catalogue, et ils consacrent une partie importante à ce qu'ils appellent la querelle du Salon des indépendants, à propos duquel est né le terme sous la plume d'André Varnaud, École de Paris, pour montrer précisément l'apport des étrangers, donc la plupart, la grande majorité étant juifs, dans l'évolution de l'art et des avant-gardes du XXe siècle en réponse à l'antisémitisme ambiant
malheureusement, l'histoire fait boucle parce que il y a des relents actuels et des Tout à fait. inquiétudes qui font penser beaucoup à cette époque et qui reprochaient l'arrivée massive de ces étrangers sur le marché de l'art. Oui. Et c'était donc une expression qui a été reprise par la suite, mais qui voulait englober ce groupe et l'importance de ce groupe dans l'apport artistique français. Très bien. Et justement parce qu'ils admiraient ces artistes français et que l'art s'est nourri de leur dialogue mutuel. De leur rapport, tout à fait. Et c'est pour ça que l'exposition, qui, je l'espère, va ouvrir à partir du 3 juin, ne s'appelle pas l'École de Paris, mais Paris pour école. Pour école, parce tout à fait. que, voilà. Alors, Francine Zapiro, la Galerie Saphir a depuis longtemps une annexe, loin du marais parisien, près de la mer, puisqu'elle accueille clients et visiteurs dans la charmante ville bretonne de Pescia. Oui. Comment avez-vous atterri là-bas et quel genre de peinture proposez-vous au public? Eh bien, comme à Paris, c'est une sorte de prolongement et d'extension de notre galerie parisienne, dans la mesure où nos clients, nous les retrouvons à la fois, les gens voyagent, ont des résidences sur place, c'est une très jolie région que j'invite nos auditeurs et les gens qui nous voient sur YouTube à visiter et vont très facilement, maintenant il y a un TGV en 2 heures qui relie Saint-Malo qui est à 10 minutes et Paris. Et donc, nous bénéficions d'un grand espace de presque 500 mètres carrés d'exposition, ce qui nous permet d'avoir plusieurs espaces d'exposition, comme d'ailleurs à Paris, où le lieu est très beau aussi et chargé d'histoire. Et ça nous permet de montrer des expositions différentes, d'élargir et de prolonger les expositions que nous faisons à Paris, avec quelque chose de nouveau, c'est qu'en plus de l'École de Paris et nos coups de cœur contemporains, nous présentons aussi les œuvres, nous rapatrions, comme le judaïsme, nous rapatrions en Bretagne le patrimoine breton. Et nous avons eu la chance, étant une toute jeune galerie, d'acquérir tout ce que possédait un des petits-fils d'Émile Bernard. Donc maintenant, des œuvres sont au musée d'Orsay, au musée du Louvre, et ça nous a mis le pied à l'étrier pour nous intéresser à cette école aussi, qui là était une véritable école parce que elle a révolutionné la conception même de l'art autour de Gauguin. Et puis, donc, il y a des artistes qui ont gravité autour de Gauguin, comme Paul-Émile Collin, dont nous avons eu la chance d'acquérir l'atelier grâce à notre double activité de libraire de livres anciens et d'occasion et de galerie d'art, parce que nous avions des éléments biographiques que n'avaient pas nos confrères, et nous avons tout de suite su qu'il avait, à cause d'une erreur de date dans le Bénézite, qu'il avait travaillé avec Gauguin au Pouldu et il avait participé à l'aventure de Pont-Aven. Voilà. D'accord. Donc c'est l'école de Pont-Aven. L'école de Paris. Et puis, nous continuons à présenter l'apport des créateurs juifs et à montrer leur importance par rapport à l'évolution de l'art en général. On s'intéresse aussi à Sonia Delaunay, à Gamme, voilà. Et dans le domaine des livres, c'est la même chose. Très bien. Alors, Francine Zapiro, donc pendant ces plus de 40 ans, bon, d'innombrables curieux ont dû visiter donc votre galerie, mais il y avait aussi des collectionneurs confirmés ou qui sont devenus grâce à vous. Alors, là aussi, une série de questions. D'abord, faut-il être juif?
Faut-il être juif pour s'intéresser à des artistes dont la thématique est juive, déjà? Ou pas du tout? Non, bien sûr, il faut être juif comme nous, comme vous, pour s'intéresser particulièrement à notre héritage, à notre patrimoine, à l'apport et à l'échange mutuel qu'ont pu avoir les uns et les autres. Mais c'est une aventure humaine en général, et ça s'inscrit dans l'aventure humaine en général. Et je dois dire que de grandes collections qui se sont constituées depuis la création de la galerie n'appartiennent pas à des juifs. Tout à On fait, a tout à fait. toujours voulu faire tomber les barrières. C'est tellement absurde parce que tout avance dans la vie, tout naît du dialogue et des Tout à fait. rencontres. Tout à fait. Alors, autre question, est-ce qu'il y a un profil type du collectionneur? Est-ce qu'il est forcément riche? Non, pas forcément. J'ai vu de grandes collections se constituer. En fait, il faut être passionné, il faut être curieux, il faut avoir les yeux ouverts et il faut être animé de cette passion, de ce don d'émerveillement euh, qui est propre à tout amateur d'art. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas nous n'avons pas affaire à des collectionneurs obsessionnels qui recherchent tous les objets dans un domaine très Très circonscrit. limité, oui, oui. Ce sont des rencontres, nous sommes des passeurs d'émotions. Très Et bien, c'est une jolie expression. C'est une jolie c'est expression. ce qui fait la joie de notre métier. Et Absolument. il peut y avoir d'ailleurs dans une même collection, comme dans la vie, une évolution. On a vu des collections évoluer, comme la galerie a un peu évolué, je le reconnais, en montrant de plus en plus l'importance. Il faut commencer par nos bases, nos racines, et ensuite c'est éclairant pour mieux comprendre la création contemporaine et peut-être mieux réfléchir sur notre époque, parce que les artistes sont un peu des éclaireurs, des témoins, et ils ont un côté visionnaire euh, qui est le propre des grands créateurs. Donc, chacun avec une personnalité très individuelle, très proche, la recherche de ces modes d'expression, que ce soit la peinture, la photographie. Récemment, nous nous sommes ouverts à des créateurs qui utilisent l'outil photographique pour créer leur œuvre. Eh bien, c'est une aventure avant tout Une autre humaine. aventure. Alors, Et c'est Francis très Zapiro, important de montrer la place du judaïsme dans cette tout à aventure fait, humaine. tout à fait. Francine Zapiro, j'ai une question peut-être un petit peu délicate. Bon, tout le monde sait, et il suffit de voir les grands legs aux musées nationaux, que souvent les grands collectionneurs avant-guerre étaient juifs. Et d'ailleurs, donc, ils ont été spoliés par les nazis et la récupération donc, de leurs œuvres par leurs héritiers est vraiment un feuilleton dont on n'arrête pas de parler. Est-ce que ça reste vrai? Et est-ce qu'on n'a pas plutôt, pour les nouvelles générations, de nouveaux profils chez les riches de notre communauté qui seraient plus, entre guillemets, bling-bling et moins intéressés par l'art? Nous avons effectivement vu succéder deux générations au cours de ces 40 années qui correspondent finalement les générations parents-enfants et qui correspondent à un défilement différent de l'histoire. C'est vrai que les attentes ont complètement changé. Les jeunes générations sont plus insérées dans la vie actuelle et, et que leurs parents qui cherchaient au lendemain de la guerre à reconstruire ce qui avait été détruit. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ceci dit, il y a une question peut-être d'information et de bagage culturel. Vous parlez d'une évasion de l'art,
mais je ne pense pas que l'art soit une évasion. L'art est une nécessité vitale, une nécessité identitaire, et les gens commencent à se rendre compte, encore plus que les restaurants, de ce manque, avec la fermeture des musées. Ils ont besoin de se confronter à d'autres, de dialoguer, et l'art est un moyen de dialoguer avec, avec, d'autres, comme les livres, comme la lecture. C'est pour ça que les premiers à ouvrir ont été les librairies. Oui. Et donc, disons que les jeunes générations, il y a une différence entre ceux qui ont reçu la transmission de leurs parents. Alors, soit ils veulent s'en démarquer, comme beaucoup de jeunes, et chercher leur propre place dans la société à travers leurs goûts, ce qu'ils recherchent, les rencontres et leurs attentes, mais sans oublier leur héritage, donc l'un amène l'autre, soit ils se laissent entraîner par la puissance des médias, des communications, et ils suivent ce qu'on appelle une sorte de mode qui vient et disparaît. Enfin, c'est très éphémère, ça. Tout à fait. Alors, donc, justement, il y a deux publics. Et je dois dire publics. que le point le plus positif auquel on assiste là, dans cette espèce de confinement collectif, c'est qu'il y a une volonté de sortir, et on n'a jamais vu autant de monde défiler à la galerie qu'en ce moment. Voilà. Il y a une sorte de découverte de ce que sont les galeries et l'art vivant, l'art qu'on peut emporter chez soi, parce que vous disiez, ce ne sont pas forcément les collectionneurs très riches qui achètent de l'art, parce que nous, on fait des facilités. L'important, c'est le coup de cœur, c'est d'emmener, c'est comme un dialogue renouvelé qu'on a avec une œuvre, on vit avec une œuvre, donc on fait des échelonnements, des facilités de paiement, et puis ensuite, on assiste à la naissance de véritables collections nées d'une passion. Alors, Francine Zapiro, vous avez déjà commencé à répondre à une série de questions que j'allais vous poser, hein, mais oui, il y a eu une soif de culture. Le monde de la culture a été une des grandes victimes de la crise sanitaire. Alors, bien sûr, il y a les spectacles, concerts, cinéma, théâtre, qui n'ont aucune activité, mais effectivement, les galeries, aujourd'hui, elles avaient été présentées comme une activité non essentielle, mais heureusement, c'est fini. Et puis, elles pallient, en quelque sorte, à la fermeture des musées. Mais, alors, en ce qui concerne les musées, on lit que ce serait moins dangereux de voir une exposition que d'aller dans une grande surface, avec, bien sûr, un protocole sanitaire strict. Bon, ils sont toujours fermés, hein, à la date de notre enregistrement, le 16 mars 2021. Mais ils essayent de conserver le contact avec leur public. J'ai vu par exemple que le musée du Louvre proposait des visites virtuelles. Elles sont très réussies techniquement, hein. Il y a le même genre d'outils numériques que Google Street que vous connaissez certainement, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans un quartier à partir de films qui ont été pris. Ben là, c'est des films qui ont été pris au moment où les expositions étaient vivantes. Que sait-on de la fréquentation des sites, des musées? Les gens finalement qui ne peuvent pas y aller, ils vont, enfin, les sites sont très fréquentés? Mais écoutez, je pense que tous ceux qui maîtrisent l'outil Internet font d'abord une visite virtuelle dans les musées. D'ailleurs, tous les musées, notre voisin, le Mage, le fait. Tous les musées travaillent beaucoup, et nous, comme galéristes aussi, sur cet outil Internet, en essayant de montrer les accrochages comme une sorte de vitrine virtuelle de ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme les librairies sont ouvertes, par contre, en ce qui concerne le Mage, moi j'invite les auditeurs à venir, parce que là, les portes sont ouvertes pendant les heures hors confinement,
et ils pourront se procurer la brochure, le programme du musée et faire connaissance. La librairie du Mage est ouverte. C'est la même chose pour les galeries. Les gens consultent, en tout cas les jeunes générations et les gens, encore une fois, habitués à la consultation d'Internet, mais je crois que de plus en plus, ça va devenir incontournable, quelles que soient les générations, regardent d'abord le site et viennent ensuite, ou viennent, découvrent par hasard la galerie, ce qui est sur les murs, et ensuite consultent le site pour approfondir leur visite. Très, très bien. Écoutez, Francine, on a, je crois, fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais aimé qu'on discute ensemble. On a évoqué des souvenirs communs, passés. Vous avez dit une information donc très importante, c'est que le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est votre voisin immédiat, donc doit tenir cette exposition intitulée Chagall, Soutine, Modigliani, Paris pour école. Alors, elle devait avoir lieu en 2020, elle est reportée au 3 juin prochain et on espère bien sûr qu'elle sera à ce moment-là ouverte. Toute dernière question, est-ce que vous accepteriez de nous la présenter pour Voix Plurielle en prenant cette fois-ci le micro du journaliste, en fait, en allant là-bas et en peut-être interviewant la commissaire de l'exposition? Avec grand plaisir, puisque je le fais déjà depuis des années, plus de 10 ans, sur notre radio. Notre ancienne radio. FM. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Francine Zapiro, pour cette interview. J'espère donc, chers auditeurs, que vous avez été intéressés par cet entretien. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, Jean Corcos, et à bientôt. Jean Corcos pour Voix Plurielle.